Les amis, il faut que je vous parle d'un manga incroyable. L'un des meilleurs seinen à mes yeux, Kingdom. Le manga n'est pas terminé et il dure depuis maintenant plus de 15 ans, alors je me suis dit pourquoi ne pas commencer à raconter l'histoire de ce manga de malade. Dans cette première partie, il y a le commencement du manga, la première campagne du jeune héros Shin, le complot d'assassinat envers le roi de Qin, ainsi que son passé. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei. Aujourd'hui je vais vous raconter le commencement de l'histoire de Kingdom, celle d'un jeune garçon dont le rêve est de devenir un grand général sous les cieux. L'histoire se passe à l'ère de l'ancienne Chine, 945 après Jésus-Christ, avant que la Chine ne soit unifiée. Une famille vivant dans la campagne, du nom de Li Xian, ont acheté deux orphelins de guerre. L'un se nomme Shin, l'autre Yu. Tous les deux s'affrontent sans cesse pour savoir qui est le plus fort. Leur plus grand souhait, devenir un grand général un jour. Shang Wenjun, un ministre du palais royal de Qin, repère l'un des deux enfants et y voit un grand potentiel. Il s'agit de Yu. Il l'achète dans le but d'en faire un membre important du gouvernement. Yu, de son côté, accepte car il voit là une opportunité de grimper dans l'échelle sociale et se rapprocher plus rapidement de son souhait de devenir grand général. Les semaines passent, puis un jour, quelqu'un frappe à la porte de Shin. C'est Yu, mais ce dernier est en sang. Il raconte alors que le petit frère du roi a orchestré un coup d'état pour prendre le pouvoir. Avant de rendre son dernier souffle, Yu remet une carte à Shin, indiquant l'emplacement d'un village nommé Heibei. Shin prend l'épée de Yu et s'en va à l'endroit indiqué. Une fois là-bas, il y trouve une personne ressemblant fortement à Yu. Il se nomme Sei-Hei. Un assassin qui poursuivait Yu a suivi les traces de Shin. Il révèle que Sei-Hei est le roi de Qin. Il a attaqué Yu car il pensait attaquer le roi Sei-Hei dû à sa forte ressemblance avec ce dernier. Shin se débarrasse de l'assassin et apprend qu'en réalité Yu a été recruté pour servir de doublure au roi. Il est hors de lui, en colère que son ami de toujours ait été utilisé de la sorte. Mais le roi lui notifie bien qu'il était au courant de ce risque, mais qu'il l'a accepté pour atteindre au plus vite le rang de grand général. En entendant cela, Shin reprend ses esprits, puis continue à s'enfuir avec le roi, tous deux guidés par une petite fille du nom de Ten. Ils traversent la forêt afin de retrouver Shobun, le ministre le plus fidèle du roi. Shin, affaibli par son combat contre l'assassin, tombe dans les vapes et est porté par Sei-Hei, jusqu'à une cachette qui est en réalité le point de rendez-vous qu'il s'est fixé avec Shobun. C'est un lieu qui servait de point de rencontre entre l'ancien roi Dukmu et les hommes de montagne. Ten, quant à lui, s'occupe en récoltant des fruits, mais Shin sent une odeur meurtrière. Il accourt au plus vite et surprend un assassin derrière Ten. Il s'appelle Muta. Shin se relève et parvient à maîtriser sa nervosité. Il le met à terre mais sera en réalité achevé par Shobun lui-même au moment où il arrive avec ses soldats. Shobun raconte qu'il a dû se battre contre Uki qui l'a fait tomber d'une falaise. L'un des soldats reprend le récit. Il raconte que tout le monde semblait perdu jusqu'à ce que Yu sorte du chariot dans lequel se trouvait le roi Sei-Hei. Il a dirigé les soldats restants puis est parti sur l'ennemi pour gagner du temps et permettre au chariot de prendre l'avance afin de sécuriser le roi. Une fois qu'il a entendu cette histoire, Shin n'a plus qu'une idée en tête, se battre pour le roi Sei-Hei afin de monter les échelons jusqu'au titre de grand général. Pour commencer, il demande un bout de terre et une maison s'il parvient à ramener le roi sur son trône. Sei-Hei accepte, mais le met en garde qu'il sera très difficile pour lui, qui était esclave, de réussir à devenir grand général, voire impossible. Ten, le petit guide, se dirige vers Muta pour prendre sa sarbacane. Muta n'étant pas mort, le met en garde. Le chancelier Ryofui, parti en bataille militaire contre le royaume de Wei, attend en réalité que le roi Sei-Hei soit tué par son jeune frère. Une fois fait, il n'aurait plus qu'à rentrer au royaume de Qin, proclamant honteux que ce coup d'état ait eu lieu et l'aurait évincé avec le soutien du peuple. Il n'aurait alors plus qu'à s'asseoir sur le trône et gouverner Qin comme il l'entend, c'est-à-dire en faire une puissance économique. Dès lors, ils ont une idée, s'associer avec les hommes des montagnes comme l'a fait Dukmu à l'époque. Sur la route, Eki, l'un des soldats, les met en garde. En effet, à l'époque où Dukmu régnait sur Qin, une ville voisine, Jin, a connu une pénurie alimentaire. En bon seigneur, Dukmu leur envoie de la nourriture, sauf qu'une autre année, c'est au tour de Dukmu de connaître de grosses difficultés. Il contacte alors la ville de Jin pour leur venir en aide, sauf qu'au lieu de les aider, Jin en profite pour les attaquer.
Dukmu est prêt au piège, il ne peut rien faire. Tout semble perdu jusqu'à l'arrivée de centaines d'hommes des montagnes qui, littéralement, vont faire preuve d'actes de cannibalisme. À la fin de son récit, nos amis sont entourés par les hommes des montagnes, justement. Ces derniers souhaitent recevoir uniquement le roi Sei, ou sinon ils mourront tous. Sei accepte, sans broncher. Sentant l'arnaque, Shin décide d'y aller sous escorte de Ten ainsi qu'Eki. Les trois compères se font lamentablement attraper, c'est un échec total. Ils arrivent dans une salle où se trouve le roi de la montagne ainsi que Sei. Le roi de la montagne prévient Sei qu'il compte bien exterminer tout le monde. C'est alors que Sei prend la parole, il fait part de sa mission, celle d'unifier la Chine tout entière et permettre aux hommes de la montagne d'explorer des terres qu'ils n'ont alors jamais connues. Face à ce rêve tentant, le roi, ou devrais-je dire, la reine des hommes des montagnes, Yotanwa, accepte de s'allier avec le roi de Qin, Sei. Il se dirige désormais vers le palais de Qin afin que Sei regagne son trône. Justement, en parlant de trône, le frère de Sei, Seikyu, exécute tous les soldats de Shogun. Il ne supporte pas l'idée que son frère, né d'une ancienne danseuse devenue princesse par la suite, puisse accéder au trône. En plus, les chiffres sont de son côté. Seikyu dispose d'une force militaire de 80 000 hommes contre seulement 3 000 pour le roi Sei. Le groupe de Hei élabore un plan. Il se fabrique des masques d'hommes de montagne puis se dirige vers Kanyu, la capitale de Qin. Une fois arrivé, les portes s'ouvrent à la surprise générale. En réalité, c'est le chancelier Ketsu qui a autorisé leur entrée car il veut s'allier avec les hommes des montagnes pour les utiliser à combattre contre le chancelier Ryofui. Seulement 50 personnes sont autorisées à accompagner le chef à l'intérieur du palais royal. Le but est simple. Une fois arrivés à la porte de la tortue cramoisie où ils sont censés déposer les armes avant d'aller plus loin, la bataille commencera. Et ils ne se font pas prier, puisqu'à peine arrivés, nos amis foncent dans le tas. Le problème, c'est qu'ils ne parviennent pas à démolir la porte pour avancer, et ils n'ont d'autre choix que de gravir le mur pour passer de l'autre côté et ouvrir la porte depuis l'extérieur. Shin parvient à grimper et à ouvrir la porte depuis l'extérieur justement, permettant à nos amis de continuer leur chemin droit sur Ketsu. Leur avancée va être stoppée net par le chancelier Shi, qui demande au roi de Qin, Sei, de se montrer, ce que fait ce dernier. Il demande discrètement à Shin, Eki et Ten de partir pour le trône. Nos amis s'exécutent, empruntent un couloir et tombent sur Saji, l'un des assassins du chancelier Shi. Le combat est compliqué, Shin est acculé, Eki parvient à blesser grièvement Saji, mais est violemment contre-attaqué. Ça sera une fois encore Shin qui va sauver la situation en remportant le combat contre Saji, sous les encouragements de Ten. Le général Uki envoie l'un de ses hommes, Tu, à la réception du groupe de Shin au cas où ils réussissent à tuer Saji. De son côté, Sei doit se battre contre l'un des hauts gradés du chancelier Shi, appelé Giku. Heureusement, Sei n'est pas seul, il est épaulé par son fidèle protecteur Shogun. Ketsu a depuis pris la fuite afin de prévenir Seikyu de l'invasion ennemie dirigée par Sei. Le groupe de Shin arrive au trône et fait face à Seikyu. Ils vont avoir un ennemi de taille, Rankai, une espèce d'humain géant doté d'une force complètement dingue. Shin se fait valdinguer, mais heureusement, Baijo, le chef de l'armée des hommes de montagne, arrive en renfort avec certains de ses hommes. Shin va revenir à lui et profiter de l'immobilisation de Rankai par Baijo pour lui planter son épée dans le haut du dos. Rankai est vaincu. Les fonctionnaires de Seikyu prennent peur et s'enfuient, mais sont aussitôt trucidés par Tu, l'homme envoyé par le général Uki plus tôt. Ketsu se fait décapiter par les hommes des montagnes et Seikyu parvient à s'enfuir vers le chancelier Shi, son stratège. Néanmoins, un personnage imposant n'a pas encore fait son apparition, le général Uki. Il arrive tranquille, tue Giku, celui qui affronte Sei et Shogun, puis s'adresse à Sei lui-même. Il lui demande quel roi il souhaite devenir. Ce dernier répond instantanément, le seul et unique roi de la Chine. Son aplomb rappelle à Uki le roi Sho qui avait prononcé les mêmes mots. Suite à sa réponse, Uki s'en va, souhaitant voir ce que cela va donner dans les années à venir. Reste une personne à gérer, Seikyu, le frère de Sei, qui a comploté derrière lui pour s'emparer du trône. Seikyu lui fait comprendre que l'idée de le voir sur le trône à sa place le rend malade. Sei, quant à lui, est persuadé qu'il ne ferait pas un bon roi, car il se moque du peuple, des gens en bas de la hiérarchie sociale. Il lui plante son épée dans le bras, puis le met à terre. La victoire pour le roi Heisei est totale. Sei récupère son trône, mais se prépare déjà à combattre le chancelier Ryofui à son retour de Wei. Yotanwa et son armée repartent dans les montagnes.
tout en gardant contact avec le roi Sei-Ei. Shin, ayant réussi à faire regagner le trône à Sei-Ei, gagne sa maison, une cabane de merde, et son bout de terrain. Il ne va pas tarder à y avoir du mouvement pour Shin. Sa première campagne de guerre débute. Qin recrute pour livrer une bataille sur Keiyu, une ville située dans le territoire de Wei, mais à la frontière de Qin. Il va faire partie des laissés pour compte et former un groupe de 5. Parmi eux, Taku, le chef de l'escouade, les frères Bi, Shin et Kyukai. Il y a différentes escouades dont chacune d'entre elles vont se diriger vers l'un des châteaux postés sur la ligne précédant Keiyu. Nos amis devaient se diriger vers le château de Gan, mais ce dernier a été capturé par le général Gokei sous les ordres de l'un des 4 seigneurs des royaumes combattants, nommé Shinryukun. Changement de plan, direction le château d'Asui. Sur le chemin, Shin retrouve Eki, devenu commandant d'une armée de 1000 hommes. Eki lui apprend que Sei-Ei a décidé de faire comme si la rébellion de son frère n'avait jamais eu lieu et que Ketsu est mort par ses propres hommes, afin de minimiser les sanctions car Sei-Ei a besoin d'un maximum d'hommes pour contrer la future attaque du chancelier Ryofui. De plus, Eki va se rendre à la réunion des commandants présidée par le général Duke Kyu. Ce dernier comprend que le but de Gokei est d'amener la bataille décisive dans les plaines de Dakan, situées entre Asui et Keiyu, pour qu'il puisse pleinement profiter de la puissance des chars de Wei. Les escouades vont être réparties par 3 leaders principaux, dont Eki, Bakukoshin et Shukaku. L'escouade de Shin se tape Bakukoshin, ils sont placés en première ligne, l'offensive commence. Shin ne réfléchit pas, il fonce. Il a qu'une seule idée en tête, en découdre le plus vite possible sur le champ de bataille. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il va marquer le coup. Il saute par-dessus la ligne de front ennemie, puis massacre tous les soldats autour de lui, créant une brèche pour permettre à l'offensive de Qin de pénétrer au sein de l'armée de Wei. Shin fonce toujours droit devant et va jusqu'à tuer le capitaine ennemi. Mais les ennuis commencent réellement maintenant. Wei envoie leurs chars de guerre, dont les roues sont équipées de lames qui défoncent tout sur leur passage. Par miracle, nos amis parviennent à survivre, mais une deuxième vague arrive. Kyukai propose un plan. Empiler les cadavres afin de créer des barricades. Tout le monde s'exécute et le plan est plutôt un succès. Mais les chars font demi-tour afin de les prendre à revers. Kyukai, voyant Shin ramasser un cheval à terre pour foncer sur l'un des chars, lui conseille de viser les roues, afin que le char soit inutilisable. Et ça fonctionne. Kyu y voit une opportunité et envoie la cavalerie menée par Bakukoshin pour venir en soutien à l'infanterie menée par Shin. Leur but, traverser l'armée ennemie sur la colline et s'emparer de la tête du général Kyugen. Kyugen demande à l'ensemble de ses chars de se rassembler et Kyu renforce l'envoi de cavaliers. Nos amis poursuivent leur ascension derrière le char de Bakukoshin et parviennent à franchir les lignes de front ennemies. Il ne reste à ce moment-là qu'une 40aine de soldats. Bakukoshin peut profiter du nuage de poussière pour avancer le plus discrètement possible et fait passer Shin avec son groupe de cavalerie en tête. La cavalerie accélère le pas pour empêcher l'ennemi de se préparer à leur attaque, mais il est trop tard. Kurigen, un soldat de Kyugen, utilise des archers à répétition qui éliminent rapidement la cavalerie. Bakukoshin se prend une flèche en plein cœur, mais reste conscient. Shin s'interpose afin de le protéger d'une quelconque attaque. Il parvient à repousser toutes les flèches ennemies, mais cette fois-ci, Kurigen vise la tête du cheval de Shin afin de le faire tomber. Shin parvient malgré tout à son niveau et le tranche en deux, ce qui permet à Bakukoshin de passer et d'atteindre la position de Kyugen. Kyugen met l'ascension de Bakukoshin uniquement sur de la chance, puis lui fonce dessus en transperçant son thorax. Bakukoshin en profite pour lui planter un couteau dans son cou pour l'emporter avec lui. Dès lors, on pense la victoire acquise, mais il n'en est rien. De l'autre côté de la colline, Gokei s'est mis en marche avec l'essentiel de son armée. Eki voit au loin sur une falaise le général Uki. Pourquoi? Que fait-il là? Eki décide de le rejoindre pour savoir ce qui se trame, et il est suivi de Shukaku. Tous se retrouvent à la colline où se trouve Shin. Uki demande à Shin qui va gagner ce combat, le stratège Gokei ou bien l'instinctif Kyu. Kyu tente une attaque surprise avec son armée sur Gokei. Il réussit à écraser une bonne partie de l'infanterie ennemie, mais Gokei s'adapte à la situation et décide de s'en prendre aux soldats de Kyu en ciblant les flancs. Au même moment que Shin emprunte un cheval au général Uki et descend pour venir en aide avec Eki, Gokei fait appel à Maki et Shuki pour prendre la tête de Kyu. Shin se dirige vers Maki.
Il saute de son cheval puis plonge de tout son poids sur Maki, épée en avant, et parvient à s'en débarrasser, laissant place à Dukyu pour foncer sur Gokai. Les échanges entre les deux hommes sont lourds, assourdissants, mais Dukyu domine. Il finit par le trancher et remporte cette bataille. Après la tombée de leur général Gokai, l'armée de Wei se replie, c'est la victoire de Qin. Nos amis peuvent rentrer chez eux. Au sein du royaume de Qin, une autre bataille se livre. Une bataille entre femmes qui souhaitent devenir la maîtresse du jeune roi. Tous les soirs, une fille est choisie par Sei-Hei pour le rejoindre dans sa chambre. Yu et Ku, deux amis, souhaitent être choisis chaque soir. Ku, qui a été convainquée plusieurs fois déjà, n'a jamais rien fait avec le roi. Elle se demande alors pourquoi est-ce que le roi la convoque si régulièrement. Un soir, elle prend son courage à deux mains et ose lui poser la question. Sei-Hei va simplement lui répondre qu'il se sent apaisé avec elle, à ses côtés, et qu'il peut lire tranquillement. Il n'en faut pas plus pour que Ku tombe amoureuse de lui. Heisei lui raconte l'histoire de Shika, celle qui l'a sauvée lorsqu'il était enfant. À cette époque, Qin et Zhao se font la guerre depuis déjà 2 ans pour obtenir le contrôle de la région de Zhoutu, autrefois appartenant à l'état de Han, situé au sud de ces deux états. Le roi de Zhao, voyant la guerre s'éterniser, prend une décision radicale. Il change le général Ranpa pour un général plus jeune et téméraire nommé Shukatsu. Sauf que pas de bol, Shukatsu se fera exécuter par Uki. 400 000 personnes de l'état de Zhao se rendent. Mais le général Akuki de Qin n'en a que faire. Ce qui compte pour lui, c'est la violence avant tout. Alors il va donner l'ordre de tous les enterrer vivants afin qu'ils servent de nourriture aux animaux. Devant ce terrible massacre, il n'est pas étonnant que les habitants de Zhao tiennent une rancœur infinie envers l'état de Qin. Quelques mois plus tard, naît l'enfant royal à Kantan, capitale de Zhao. L'enfant se nomme Sei. 9 ans plus tard, un certain Duken cherche des marchands qui accepteraient de participer à son plan sans autre précision. Ces marchands sont Kushu et Amon, qui sont rejoints par une femme, la fameuse Shika. Shika sait que le roi de Qin est mort il y a peu, que le prochain à monter sur le trône est Hankoku et que le prochain sera son fils, le prince Shiso. Shiso, à son tour, a conçu un enfant avec une femme de Zhao. L'enfant s'appelle Sei-Hei. La proposition consiste donc aux marchands de transporter Sei jusqu'à Qin afin qu'il soit le prochain héritier du trône après Shiso. Au début, il refuse, c'est trop risqué. Puis Shika, voyant que l'enfant est mal en point, lui rappelle qu'un jour, Kushu et Amon, les deux autres marchands, au même âge ont été sauvés par un homme leur ayant tendu la main. Elle finit par accepter le marché, ils doivent alors traverser 5 points de contrôle avant d'espérer atteindre la frontière de Qin. Heureusement, Shika est une marchande très connue et passe facilement les points de contrôle. Une fois le 5e point de contrôle traversé, une fumée apparaît au loin. C'est le signal d'alerte lancé par le roi de Zhao qui est au courant de la fuite de Sei-Hei. Ce dernier, hanté par les coups qu'il a reçus depuis sa naissance par les habitants de Zhao, s'enfuit du chariot. Shika part à sa recherche et lui demande de revenir. Mais Sei-Hei ne ressent plus aucune émotion, il ne voit pas comment il pourrait être capable de diriger un peuple ainsi. Shika lui répond qu'elle sera là à ses côtés pour ressentir les émotions à sa place. Cette extériorisation de ses émotions le fait tomber dans les vapes. Shika le ramène au chariot, mais il faut faire vite. La cavalerie envoyée par le roi de Zhao n'est plus très loin. Amon leur fonce dessus pour les faire tomber et faire gagner du temps à Shika pour poursuivre. Face à ce sacrifice, le moral de nos amis baisse, mais contre toute attente, c'est Sei-Hei lui-même qui va rallumer la flamme de la troupe. Tout le monde fait de son mieux pour tenir, mais la cavalerie ennemie est trop forte. Duken tombe, ainsi que Kushu, il ne reste alors plus que Shika et Sei-Hei. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Shika sait manier un arc, elle a réussi à éliminer plusieurs soldats, mais ne peut pas tout éviter non plus. La cavalerie de Qin arrive enfin au loin, ce qui met fin à la poursuite des soldats de Zhao. Sei-Hei est sauvé, mais Shika succombe de ses blessures. De retour au présent, le palais royal subit une révolte organisée par différents clans, dont Guma, Keinsen, Kakuriki, Shukyu ou encore Shiu, composés exclusivement de Kyukai. Plusieurs personnels politiques bien placés se font assassiner. Le roi de Qin est clairement en danger et il se trouve que Shin est présent au sein du palais. Il fait face à 9 assassins du clan Keinsen qui souhaitent prendre la tête du roi pour faire connaître le nom de leur clan. Ten, qu'on apprend enfin que c'est une fille et non un garçon, est également présente. Elle aperçoit des assassins sur les toits. Shin lui demande d'aller avertir Sei au plus vite. Elle se dépêche mais tombe nez à nez face à des individus du clan Guken qui veulent la tuer. Kyukai fait alors son entrée, elle supprime tout le monde puis s'en va. Shin arrive à son tour
une fois débarrassés des hommes du clan Kensen, et découvre la scène. Les corps découpés, du sang partout, et Ten encore sous le choc de la puissance de Kyukai. Shin a peur pour la vie de Sei-Hei et fonce vers sa chambre. Ten le met en garde sur la puissance de Kyukai. Arrivé à la chambre, le roi va bien. Shin prévient que des hommes de différents clans sont présents au sein du palais pour prendre sa tête. Sei-Hei emprunte un passage secret avec Shin, Ten et Ku. Ils arrivent à une pièce avec une porte qui mène à l'extérieur du palais, sauf que problème, la porte ne s'ouvre pas. Elle semble bloquée de l'extérieur. Il n'existe que 2 personnes au courant de ce passage, le roi lui-même, ainsi que le chancelier Ryofui. En se retournant, nos amis découvrent 3 assassins du clan Shukyu, ainsi que Kyukai. L'un des assassins s'avance, mais Shin le découpe direct. Kyukai s'avance à son tour. Shin lui demande si elle est là pour la tête du roi, ce à quoi Kyukai répond par l'affirmation. Les échanges commencent. Trouvant que Kyukai ne se bat pas sérieusement, le chef du clan Shukyu, Entei-sama, décide d'aller prendre la tête du roi lui-même. Pas de peau, le clan Guma arrive en emportant la vie du second assassin Shukyu. Shin demande à Kyukai de faire une trêve, le temps de s'occuper d'eux. Le clan Guma décide d'y aller tous en même temps pour être sûr de les achever. Kyukai a un plan. Elle demande à Shin de gagner un maximum de temps pour lui laisser le temps de récupérer. Une fois prêt, Kyukai exécute une danse et décapite 6 assassins. Elle continue et réussit à en tuer 2-3 autres avant de tomber d'épuisement. Entei-sama du clan Shukyu tue un des assassins Guma également, puis l'armée de Shubun arrive enfin. L'armée veut emprisonner Kyukai, mais Shin s'interpose car il s'agit avant tout d'un soldat s'étant battu pour le général du Kyu. Ils acceptent de la laisser ligoter à côté de lui et les laissent récupérer. Dans la nuit, Kyukai parvient à s'enfuir. Sei-Hei révèle à Shin qu'il s'agit en réalité d'une fille, car jusqu'à présent il pensait que c'était un homme. Ten attend Kyukai à l'extérieur de la chambre pour lui demander de lui enseigner les techniques du clan Shiyu. Kyukai lui raconte ce que sont réellement les Shiyu. À cette raison, elle est sélectionnée pour participer au rituel qui désignera la prochaine Shiyu. Sa meilleure amie qu'elle considère comme sa sœur, Kyushu, est également sélectionnée. Ne voulant pas se battre contre sa sœur Kyukai, Kyushu l'a endormie avec de l'encens afin qu'elle rate l'épreuve du rituel. En se réveillant, Kyukai fonce au rituel et n'y voit plus que des cadavres, dont celui de Kyushu. Sa mamie approche et lui raconte que dès le début du rituel, toutes les candidates lui sont tombées dessus. La Shiyu élue est une certaine reine de la tribu Yu. Depuis, son but essentiel à Kyukai est de retrouver cette reine pour la supprimer et venger Kyushu. Décidément, les événements s'enchaînent très vite. Nous sommes de retour dans le présent et le chancelier Ryofui débarque au palais. Ryofui avoue avoir orchestré l'assassinat du roi de Qin, Sei-Hei, mais Sei fait mine qu'il s'agit d'une blague, car il sait bien que la différence entre les 2 armées est énorme. Parmi les hommes de Ryo, nous faisons la rencontre de Seitaku, ancien chancelier du roi Sho. Mubu, un soldat de Ryo, demande une audience royale à Sei. Il souhaite la restitution des 6 grands généraux, système qui régissait sous l'ère du roi Sho. Ce système laisse libre arbitre aux généraux élus d'agir comme bon leur semble. Une grande confiance est alors nécessaire dans un tel système car des révoltes peuvent éclore à tout moment où l'un n'est plus d'accord avec son roi. Ryo met fin à l'audience royale de Mubu et demande au roi de lui accorder une alternative. Lui laisser choisir 6 militaires qu'il désignerait grands généraux, comme ça pas de souci de révolte. Sur ces paroles, Ryofui se retire, laissant la réflexion à Sei-Hei. Par ailleurs, on apprend aussi que le général Uki est un ancien grand général sous l'ère du roi Sho. Shin retrouve Ten qui lui explique que Kyukai ne peut pas la prendre pour élève, mais qu'elle a peut-être trouvé une solution pour que Ten se sente utile sur un champ de bataille. Devenir stratège. Pour la former, elle pense à une personne en particulier, mais elle devra quitter sa vie avec Shin. Ten explique la situation à Shin, qui comprend son choix et souhaite la retrouver plus tard sur un champ de bataille. Ten part alors pour une destination inconnue. Une fois arrivée, elle attend devant une porte. On lui demande d'entrer. Elle découvre Shuei et Seitaku, des membres de la faction du chancelier Ryofui. Elle fait la connaissance de Muki, fils de Mubu, qui est en formation pour devenir stratège également. Shuei accepte Ten comme apprenti car il y voit une monnaie d'échange contre Qin en cas de besoin. Kyukai rend visite à Shin pour le prévenir du début de la formation de Ten en tant que stratège. Elle conseille également à Shin de réfléchir avant d'agir sur le champ de bataille, ça pourrait lui éviter bien des problèmes. Shin prend alors une grande décision et décide de rejoindre le général Uki pour qu'il accepte de l'entraîner.
Uki l'emmène à ce qu'on pourrait appeler une promenade. Shin souhaite en savoir plus sur les 6 grands généraux de l'époque. On apprend dès lors qu'à l'époque, il y avait Hakuki, Oku, Koshu, Shibasaku, Kyu et Uki. Selon lui, ce sont les généraux qui étaient incroyables et non le système en lui-même. Shin en vient à sa fatidique question, est-ce qu'Uki veut bien l'entraîner? Uki refuse en le poussant du haut d'une falaise. En réalité, il refuse personnellement de l'entraîner, mais il ne l'a pas poussé par hasard. En se relevant, il fait face à une bataille. La tribu Namba, la plus faible de la région, est peuplée au maximum d'une centaine d'habitants. Le but de Shin, subjuguer la zone pour Uki. C'est la fin de la première partie du manga Kingdom. Dans la deuxième partie, on va voir la première grande bataille, celle de Bayou. Je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao ciao.